vrai, c'est la première fois que je fais une conférence en Belgique. J'en ai fait quelques-unes en France, en Chine, dans d'autres pays. Mais voilà, première fois chez les cousins, et ça fait un grand plaisir. Petite présentation personnelle rapide. Donc moi, je fais de la médecine chinoise également depuis la fin des années 70. Donc j'ai étudié, j'ai pratiqué, j'ai enseigné, et puis il y a eu création, il y a 30 ans également, un peu passé, 33 ans, d'un organisme de formation professionnelle en médecine chinoise qui s'appelle le CEDRE. En France, on a eu plusieurs générations de médecins, ethnomédecins, dit-on, on en reparlera peut-être, formés, notamment en France, en Suisse, au Québec. Maintenant, on est regroupé plutôt en France. Et puis, il y a 20 ans, on a créé aussi, parce que pour la partie pratique de la formation de nos étudiants, on voulait le faire sous forme humanitaire. Donc, on a créé une association humanitaire, une ONG qui s'appelle Humanitrad. Et là, on a fait des missions de soins, mais également de formation dans différents pays. On voulait voir si cette médecine fonctionnait aussi aux 4 directions, hein, parce qu'après tout, tous les humains ont des méridiens sur le corps et des points, donc autant en profiter. Même si l'acupuncture africaine est un peu différente de la chinoise, qui est un peu différente de l'occidentale, mais c'est intéressant de voir ces différences à l'intérieur d'une même technique. Et donc on a fait des soins voilà, en Roumanie, à Madagascar, en Guyane, en Haïti, en Inde du Nord, pour les réfugiés tibétains. C'est intéressant de voir que c'est les moines du Dalai Lama qui nous ont demandé si on pouvait faire des soins aux réfugiés, alors qu'on faisait de la médecine chinoise. On dit, ça ne vous dérange pas? Non. On sait que c'est une vieille médecine et on ne mélange pas tout, quoi. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Et que la philosophie était la même il y a 3000 ans, il n'y avait pas de souci. Des soins également donc, sur les réserves amérindiennes, chez les Lakota, dans le Dakota du Sud. C'est intéressant de rencontrer d'autres traditions qui ont un rapport avec le ciel et la terre, très différents également des Occidentaux. Si tant est que les Occidentaux en ont encore un. Et puis en Afrique, ce qui est bien, c'est qu'on a pu former depuis une dizaine d'années des praticiens. Donc à l'heure actuelle, en ce moment, il y a des gens qui prennent le pouls, qui font tirer la langue, qui mettent des aiguilles, et ça fait des petits producteurs de santé. Parce que la médecine chinoise et l'acupuncture, c'est remarquablement simple et efficace, et ça se prête effectivement remarquablement bien à l'humanitaire. Donc tout ça, voilà, ça m'occupe depuis quelques années, bientôt un demi-siècle. Et ce pourquoi je suis là, c'est simplement que je représente, c'est comme ça, la lignée du docteur Léon Coquen. Donc c'est surtout de lui que j'ai envie de vous parler. C'est celui qui est en photo sur le document qui vous a été remis, qui est en filigrane, si on peut dire, de la méthode de points que vous avez. À ce sujet, tout le monde a une aiguille. Sinon, il en reste quelques-unes là. C'était juste pour vous montrer ça tout à l'heure. Donc ce docteur, Léon Coquen, c'est le descendant lui-même de 15 générations de médecins. Donc on est sur une lignée traditionnelle, c'est-à-dire un enseignement un peu sur le mode, je ne sais pas si ça existe aussi ici en Belgique, vous savez, le compagnonnage. C'est-à-dire que ce n'est pas un enseignement horizontal comme en université où on balance des infos à tout le monde et on fait passer juste des examens. C'est vraiment, on prend quelqu'un, on le suit pendant des années, on le lâche quand on est sûr qu'il a compris. Et il y a le côté suivre un maître au sens de maître d'école, de quelqu'un qui maîtrise. Ce n'est pas quelque chose de spirituel, c'est de la médecine. Mais quand même, il faut avoir un certain bagage. Donc lui, il était descendant comme ça de 15 générations de médecins. Il a commencé à 5 ans. À 5 ans, vous allez dire, on ne fait pas de médecine. Non. À 5 ans, il apprenait des comptines. Sauf que nous, pendant qu'on apprend Amstram, gramme, piqué, collégramme, ce qui nous sert vachement tous les jours, il faut reconnaître, lui apprenait déjà des bouquins entiers de médecine chinoise. C'est un peu comme la mode des griots en Afrique. Donc en fait, il avait déjà les bouquins en tête, sauf qu'il ne savait pas encore ce que voulait dire la comptine, et c'est après qu'on apprend ce que ça veut dire. Comme nous, on n'a pas la chance de commencer à 5 ans, on est condamné à comprendre directement ce qu'on essaie d'apprendre, mais ça a aussi une vertu d'apprendre ce genre de choses quand on a déjà un système de raisonnement et une petite expérience dans la vie. Donc il s'est retrouvé, elle est aussi en filigrane, je crois, sur la gauche, à 25 ans, c'est sa photo qui a été prise de lui à 25 ans, c'est l'association des acupuncteurs de Hong Kong et de Kowloon qui lui ont décerné le titre de maître de médecine. Donc à 25 ans, il était déjà, disons, réputé. Il a enseigné pendant plusieurs décennies à Canton et à Hong Kong. Puis à la Révolution culturelle, il a émigré en Amérique du Nord. Et comme il était déjà très connu en Chine,
il a été rapidement connu dans la communauté chinoise du côté de Seattle, de Salem, en Oregon. Et puis, il a soigné des personnes connues, quoi, des célébrités. Donc, ça a fait connaître un peu cette acupuncture dans un pays qui ne s'y intéressait pas encore. Et pour la petite histoire, il a quand même eu la toute première licence d'acupuncteur aux États-Unis. Donc, effectivement, c'est quelqu'un d'assez connu. Et puis, j'ai eu l'honneur de parler en son nom, puisqu'il est décédé en 2013, sur les dernières années, donc de parler en son nom dans les universités qu'il avait invitées à Shanghai, à Nankin, à Kunming, je ne sais plus où, enfin voilà, dans quelques villes de Chine. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que le docteur Leong c'est lui que je voulais parler, de sa méthode, c'était un lettré. C'est-à-dire que sa conception, c'est que la philosophie médicale chinoise repose sur 3 grandes traditions, courants de pensée, qui sont le taoïsme, bien évidemment, d'où découle le Neiqing, etc., mais également le bouddhisme et le confucianisme. Et pour lui, tout ça, ça formait un corps, comme les 3 trésors, vous savez. Ça faisait un corps qui forme la pensée chinoise. Je ne détaillerai pas ça maintenant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il était vraiment représentant d'une tradition assez profonde, et en même temps, puisque descendant quand même du XVIIe siècle, 15 générations, en même temps très curieux de la modernité. Je me rappelle pour ses 90 ans, j'ai dit « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Il dit « Un iPad !» À 90 ans, après il râlait dans la maison pour personnes âgées où il était parce que ça connectait mal. Mais voilà, il était curieux des nouveautés et de la modernité qui pouvait apporter quelque chose à la tradition. Et c'est ce qu'il a fait pour l'acupuncture, c'est ce qu'il a fait ensuite pour la pharmacopée. C'est-à-dire que, à la fois, il était le représentant de quelque chose de très classique, très traditionnel, donc il puisait ses sources vraiment dans les ouvrages dont il a été question aujourd'hui, et en même temps, il a su appliquer ça à un public qui était totalement différent de celui qu'il avait soigné en Chine. Donc, il a pu adapter l'acupuncture à un public, je dirais, comment dire, qui n'a pas les mêmes pathologies, qui n'a pas la même réaction, sans dénaturer la médecine qu'il pratiquait. Parce que le problème, c'est que des fois, quand on veut appliquer une nouvelle méthode dans une nouvelle terre, la méthode elle-même change. Et en fait, non. Cette méthode, elle est adaptable partout. Elle n'a pas besoin de changer beaucoup. Par contre, c'est ça qui me semblait intéressant de partager avec vous, c'est quels sont ces paramètres qui séparent la tradition chinoise ancienne de son application chez nous, occidentaux. Je ne parlerai pas des autres pays. Ce qu'il disait, c'est que, voilà, alors, lui parlait des Américains, mais voilà, on n'est pas loin. Hein. Donc, vous savez, le Cheng Qi, donc l'énergie vitale ou l'immunité, hein, le système de résistance du corps et d'adaptation est déficient chez les Occidentaux d'une manière générale. On est tous Shu, Qi Shu, Yin Shu, Yang Shu, je ne sais pas, mais enfin, on est plutôt vide, quoi. On est plutôt faible. Hein. Et donc, on est une population fragilisée. On est plus sensible, on est plus réactif. Ce qui veut dire que la façon de piquer un blanc n'est pas la même que celle que certains d'entre vous connaissez, évidemment, en Chine, à l'hôpital. On ne travaille pas de la même façon. Il y a naturellement, là je parle de façon très générale, très statistique, un besoin donc fatalement, puisqu'on l'a vu, d'autres intervenants l'ont expliqué, c'est un principe allopathique, on traite le yin par le yang et vice-versa, donc besoin de tonification. La moxibution fait partie, justement. L'acupuncture sans moxibution, c'est vrai que ce serait assez difficile. Et pour ça, il a aussi choisi de travailler essentiellement avec des aiguilles très fines. Donc là, je vous en ai fait passer une chacun, si vous avez tous, sinon je vous dis il en reste, pour que vous ayez une petite idée. Donc l'aiguille de base, l'aiguille Hao, hein, parmi les 9 aiguilles traditionnelles, en fait, l'aiguille fine, elle a elle-même plusieurs diamètres possibles, plusieurs longueurs possibles, mais disons qu'on va dire, voilà, pour pathologie humaine standard, la majorité des points au niveau de la profondeur à laquelle il faut aller pêcher le chi, on est sur du 40 à moyenne, 40-50 selon les patients. Et par contre, il prend des 16-40, c'était de la gauche 36 à l'époque, ça s'appelait, donc c'est vraiment fin. 0,16. Comment? C'est du 0,16, c'est ça, en diamètre? 0,16, ouais. 0,16 à 0,19 centièmes de millimètre, ouais. Et donc, ces aiguilles-là, vous vous rendrez peut-être compte, je ne sais pas si vous avez l'habitude de travailler avec ça, mais c'est vraiment fin, c'est du cheveu. Hein.
Et son idée, c'était, en fait, l'acupuncture, c'est la pêche au chi. On va à la pêche. Et si on est capable de pêcher avec du fin, on sent mieux le poisson. Alors, il ne faut pas casser le fil, hein, mais on attrape l'énergie. On peut remonter un gros poisson avec un fil fin. Et si on est capable de pêcher avec du fin, on est capable, bien sûr, facilement de pêcher avec du plus gros. Ce n'est pas un problème. J'utilise des aiguilles de diamètre plus conséquent aussi. Mais être capable de pêcher, enfin de pêcher, il faut que j'arrête de dire pêcher, mais ce n'est pas parce que je viens de Bretagne, être capable de poncturer des points avec des aiguilles très fines, c'est sûr que ça permet de mieux sentir les choses. Et effectivement, on s'aperçoit, si vous vous amusez, puisque je pense que la grande majorité d'entre vous est habituée à mettre des aiguilles, vous pouvez le faire sur vous-même, et vous allez sentir qu'effectivement, ce n'est pas le diamètre qui fait la saisie du chi. Donc, de même qu'on l'a vu avec M. Chen, ce n'est pas le matériau qui fait l'essentiel de l'action thérapeutique. Les premières aiguilles, c'était des éclats d'os ou de bambou. Et puis, il y a la digitopuncture. C'est avant tout le choix du point, la technique appliquée dessus. C'est une valeur ajoutée d'avoir le bon matériau, certainement pour des raisons électromagnétiques, etc. Mais ça ne fait pas tout. Donc, voilà, ces aiguilles très fines, ça permet effectivement de saisir le chi, dachi. Et c'est tout ce qu'on veut. What else? Déjà attraper le chi et pouvoir le travailler. Si on peut avoir l'effet thérapeutique souhaité avec une aiguille fine, pourquoi en prendre une plus forte? Surtout chez des gens faibles. C'est-à-dire que le principe de base, c'est que, vous le connaissez, plus l'aiguille est fine, moins ça blesse. Et donc plus on va vers une tonification. C'est-à-dire qu'on va mettre quelque chose dans l'eau qui va attirer les poissons. Si vous balancez un pavé, les poissons ils se sauvent. Donc plus le traitement il est violent, plus on a un effet de dispersant naturel. Plus le traitement est doux, plus on attire l'énergie. C'est un peu le principe de départ. Et tonifier en acupuncture, ce n'est pas toujours le plus évident, ça dépend ce qu'on veut tonifier. Mais pour tonifier le chi, le principe est simple. Vous avez un corps, vous mettez une aiguille, l'énergie vient voir ce qui se passe au niveau de l'aiguille. Donc si vous mettez un point à proximité d'un organe, de l'estomac, le chi va venir vers l'estomac. Donc le principe initial est vraiment pas compliqué. Après, c'est la combinaison dont on va parler qui va être intéressante. D'une manière générale, donc, l'idée c'était de mettre peu de points. Pas trop de points. En général, il était plutôt sur l'idée de 5, 6, 7 points grand maximum. Et encore, ça c'est beaucoup. Et pas non plus besoin de piquer longtemps. Un de ces principes, c'était cette aiguille, cette respiration. Et vous voyez, cette aiguille, ce n'est pas 7 points. Et cette respiration, ça voulait dire que le temps de cette respiration, c'est-à-dire de 3 minutes, c'est déjà un mec qui respire lentement, c'est-à-dire que si vous êtes un bon pêcheur et que vous attrapez le poisson tout de suite, c'est pas la peine de rester 1 heure au bord de l'eau. Donc en fait, on s'apercevait que quand il travaillait, une fois qu'il avait obtenu l'effet voulu sur l'aiguille, c'est vraiment quelque chose de tactile, de sensible. Ok, c'est fait, la tonification a eu lieu, la dispersion a eu lieu. J'ai jeté un caillou dans l'eau, une onde s'est produite. Le caillou il est resté au fond, mais l'onde, ça y est, elle continue. C'est pas j'ai pas besoin de rester une demi-heure à regarder le caillou. C'est pas ça le plus important. Alors, je simplifie un peu, parce qu'il y a des traitements qui nécessitent un temps de pause plus long, etc., pour d'autres raisons, mais là, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais c'est pour dire que si on veut un effet efficace, c'est pas, disons, plus je les laisse longtemps, plus ce sera efficace. Et on en a eu vraiment la preuve flagrante, je pense au Bénin, par exemple, parce que la première fois qu'on a débarqué au Bénin, on était 10. On m'a soufflé l'idée de faire une émission de radio la veille pour que les gens sachent qu'on était là. Le lendemain, il y avait 1400 personnes dans la rue. On était 10. Et là, panique un peu quand même, parce que ça bouchait la rue, les flics sont arrivés en disant « qu'est-ce qui se passe, manif et tout ». Et en fait, il y avait des tradipraticiens qui étaient là, qu'on a dû enrôler très rapidement en disant voilà, là, c'était plus de l'acupuncture, c'était... Enfin, si, mais c'était quelque chose d'un peu particulier où, par exemple, on réinventait Henry Ford, quoi. Voilà, toi, tu retires les aiguilles, toi, tu chauffes, on les a enrôlés pour faire des choses, pour pas qu'il y ait une émeute. Mais on s'est aperçu que la séance durait 5 minutes à peu près. Diagnostic, traitement vite fait, parce que c'est toi, t'as quoi, tac, tac. Enfin, mais les gens repartaient, il y a eu un pourcentage d'amélioration, enfin de soulagement, de souffrances multiples, je ne vous raconte pas. D'ailleurs, totalement disproportionné par rapport à ce qu'on a vraiment fait. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fait le chemin de guérison
pour une bonne partie. Mais là, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui jouent dans le processus de guérison. Et il faut toujours se demander ce qu'aurait fait la nature si on n'avait rien fait et quelle est la part de la psyché dans l'action thérapeutique, mais ce n'est pas l'objet de la conférence maintenant. Toujours est-il qu'effectivement, on s'aperçoit que ce n'est pas la durée. Les gens sont capables de rester 3 jours en salle d'attente pour passer 5 minutes sous les aiguilles et on se dit, bah forcément, là, le traitement, il ne peut pas ne pas être efficace. Hein? Mais il ne faut pas se glorifier des résultats obtenus dans ces cas-là. Donc, il faut une méthode de... Enfin, il a mis au point une méthode de points, lui et ses ancêtres. Ce n'est pas lui tout seul qui a fait ça, mais il a continué de la développer, qui est remarquablement, de mon point de vue, simple, efficace, souple et lisible. Alors, on en a vu aujourd'hui. Il y a un certain nombre de méthodes qui sont toutes bonnes. Elles sont toutes parcellaires, c'est-à-dire on va faire un choix d'une partie du corps ou de certaines pathologies que l'on peut préférentiellement traiter avec ces méthodes-là. Là, on parle d'une méthode de médecine générale interne. Donc, c'est très différent parce qu'on n'a pas d'idée encore préconçue. On peut rajouter les autres méthodes qu'on connaît dessus. Mais en tout cas, celle-ci, elle couvre un champ de pathologie le plus vaste possible. Et donc, on l'a testé, comme je vous disais, aux 4 directions, et on a pu constater effectivement que sur des pathologies, parce qu'on pourrait dire, bon, bah, ok, les Occidentaux, on utilise ça, mais c'est très intéressant de voir, pour ceux d'entre vous qui ont voyagé, on a parfois l'impression de faire toujours la même chose en cabinet. Hein, c'est-à-dire que je me dis, mais comment que ça se fait, je refais toujours les mêmes points, enfin souvent les mêmes points, je prescris souvent les mêmes formules. Est-ce que c'est moi qui radote, qui ne vois plus grand-chose, qui devient un rond de cuir de l'acupuncture ou de la médecine chinoise? Non, c'est que les patients, ils ont un mode de vie relativement identique. Ils sont tous fatigués, ils sont tous stressés, ils sont tous vaccinés, ils sont tous surmenés, ils sont tous je ne sais pas quoi, mais ils ont tous une dominante pathologique évidente. Par contre, si vous voyagez, vous arrivez, vous débarquez au fond de l'Amazonie ou je ne sais pas où, ben vous apercevez que ce n'est plus les mêmes points, c'est plus les mêmes formules, c'est plus les mêmes maladies. Ah ben non, là c'est du palu, là c'est de la lèpre, là c'est... Ah ouais, non, c'est plus pareil. Et donc on est obligé de s'apercevoir que ce qu'on a étudié des fois en théorie, qu'on trouvait un peu lointain, oui mais c'est pas si lointain que ça, sur la planète ça existe. Et des fois ça nous rattrape ici même. Donc ce côté universel est vraiment intéressant, mais il n'y a pas besoin de voyager pour autant pour l'appliquer. Alors les grandes lignes de cette méthode, là dont vous avez le résumé, c'est que, comment dire, alors déjà, les points qui sont dessus, c'est un choix. C'est un choix qui a été fait sur 15 générations et sur la base des classiques. On pourrait toujours discuter de dire, moi, je préfère tel autre point, parce qu'on a nos expériences personnelles, on a, voilà, on a des affinités parfois dans la pratique, etc. C'est pas interdit, on va en reparler. C'est comme la cuisine, hein, mais il faut connaître les grandes recettes quand même, quoi. Donc ça, c'est des points qui, en tout cas, ont fait leur preuve. Donc on a 3 catégories de points, vous voyez, vous avez 3 colonnes, des proches, des médians et des distaux. Hein, c'est-à-dire, il y a des catégories de points qui, quelle que soit la pathologie, on choisit des points qui peuvent être proches de ce qui nous intéresse, de la pathologie, ou qui sont à mi-distance du cœur de la pathologie et des zones distales, ou des points franchement distaux. Et selon la pathologie, selon ce que l'on veut obtenir comme effet thérapeutique, pou, xie, ping-pou, ping-xie, qu'on veut tonifier, disperser, harmoniser, on va privilégier, on ne fera pas que des points proches ou que des distaux, on va faire toujours un bouquet, mais on va privilégier dans ce bouquet des points proches ou des points distaux, avec toujours des points médians. Donc il n'y a pas une vision univoque de la façon de travailler, c'est vraiment l'idée, c'est de l'ikebana, quoi, de composer un bouquet de points qui ait un sens par rapport à la pathologie. À noter que, par exemple, il y a des méthodes qui existent, comme je pense au Wushosue, au point antique, auxquels on attribue vous savez, des natures, bois, feu, terre, etc. Mais c'est vrai que les points antiques, quand vous les voyez dans le Lingshu, sont, en fait, vous avez remarqué que le Neiching est une analogie permanente entre l'homme et la nature. Et que les méridiens sont décrits comme des fleuves. Ça s'appelle Qing, c'est des fleuves. C'est des longitudinaux, il y a des transverses, il y a des fleuves, il y a des rivières. Et puis, sur ces fleuves, vous avez des fois des chutes. C'est les points si. Des fois, vous avez les sources, vous avez les rivières. Enfin, vous avez des courants différents
Et en fait, le nom de ces points vient de cette observation dans la nature de forces d'énergie qui circulent dans l'eau, qui n'est pas de même nature selon les... Et puis après, vous avez les fosses marines, et puis là, vous arrivez sur les organes en profondeur. Donc en fait, le système méridien, à la base, il est d'abord vu comme un système fluvial maritime. Et dans l'eau, vous avez du courant. Le Chong Mai, ce n'est pas une ligne, c'est un courant massif, c'est le Gulf Stream à l'intérieur. Oui. Donc c'est toujours des courants, mais ils n'ont pas toujours un circuit linéaire, ça dépend si vous êtes dans les mers ou si vous êtes dans les terres. Mais cette vision analogique entre l'homme et la nature est intéressante parce qu'elle parle à tous les peuples. Et donc effectivement, que ce soit pour le diagnostic ou pour le traitement, ça permet d'échanger avec, voilà, avec des cultures, alors que si on commence à leur lire un bilan sanguin, ils vont dire, attends, ça c'est plus compliqué pour se faire comprendre. Donc c'est, à mon sens, aussi à la fois la beauté et la puissance de la médecine chinoise, cette analogie entre l'homme et la nature. Et il y a cette idée aussi que le corps ignore en fait les théories de la tête. Il ignore les théories complexes. Il ne sait pas trop ce que c'est un symbole, le corps. Lui, il comprend ce qui lui parle physiquement, si j'ose dire. Il y a besoin d'une lisibilité, c'est-à-dire que si les points sont bien placés, même si ce n'est pas tel point plutôt que tel autre, on peut rentrer dans le détail après, mais si déjà il y a une composition florale, si je puis dire, harmonieuse, comme une composition de saveurs dans un plat, bah, le plat sera bon, quoi. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce recul, de ne pas partir dans l'infiniment petit, à se battre sur tel point ou telle zone, mais d'avoir ce recul, parce que c'est une médecine globale, on le sait bien, pour voir si globalement, quand vous voyez un patient avec des aiguilles, je ne sais pas si le type a mal à la tête et que vous voyez qu'il a 50 aiguilles sur la tête, ok, mais il y a quelque chose qui semble un peu... Enfin, on est sûr au moins que ce sera du symptomatique, parce que pourquoi tu as mal à la tête? Et il y a cette idée aussi préconçue, parfois, chez nous, en Occident, on a beaucoup de thérapies. La médecine et la thérapie, c'est pas pareil. La médecine, c'est un système, avec un tronc qui est le diagnostic. Puis après, il y a des branches thérapeutiques. Donc, la thérapie, c'est une des branches. L'acupuncture est une thérapie. Efficace, puissante, mais c'est une thérapie dans la mesure où elle repose, on va le voir, sur aussi un diagnostic. Et ce que je veux dire, c'est que quand vous avez un patient, je ne sais pas, moi, on en voit plein qui sont en errance thérapeutique. Ils sont constipés ou ils ont mal à la tête. Alors, ils vont voir quelqu'un qui s'intéresse aux manipulations, il va chercher du côté des cervicales. Ils vont voir quelqu'un qui est spécialiste du système dentaire, il va voir s'il y a un problème avec les dents. Ils vont voir quelqu'un qui est psy, il va voir s'il y a du stress ou des problèmes dans la famille. Ils vont voir quelqu'un qui est spécialiste de la diététique, il va lui modifier sa façon de manger. En fait, on ramène les gens à notre porte, mais eux, on ne sait pas. On ne peut pas avoir cette idée préconçue. On peut s'être spécialisé dans un domaine, et ça tombe bien, il en a besoin. Et puis, il y a le bouche-oreille qui fait qu'on a tous les patients qui ont ces mêmes problèmes-là qui viennent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au départ, on peut être obligé de dire à un patient, non, toi, tu as besoin de tel traitement, va voir un tel, parce que moi, on n'a pas d'idée préconçue. Il y a 9 causes traditionnelles de maladies. En médecine chinoise, il faut toutes les envisager. En plus, elles peuvent se combiner avant d'amener le patient à celle qui nous intéresse. Ce n'est pas moi-je, évidemment. Hein. Donc, lisibilité et permettre au corps de réagir. C'est pour ça il vaut mieux un nombre de points limité et bien combiné. Parce que, vous voyez, si vous mettez trop de choses, vous savez, il y a un proverbe qui dit avec une montre, on a l'heure. Avec 2 montres, déjà, on a des doutes. Donc, effectivement, si on a trop de points, le corps il peut dire « Attends, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi la réaction que tu attends de moi ?» Et ce côté lisibilité. Par exemple, j'ai noté les points vite fait tout à l'heure de Dr. Shen. C'était pour un problème d'hématopoïèse. Et dans la slide, là, j'ai vu, il y avait le 36 estomac, le 4 Genmai, le 17 VSI et le 39 VB. En fait, voilà. On peut faire de la méthode Léong sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose. Parce que vous avez des points de cette méthode, et c'est une combinaison intelligente dans un problème de tonification du sang ou des moelles. Donc, ça n'a rien de très mystérieux. C'est simplement une combinaison correcte qui peut faire... On sait très bien que l'acupuncture,
Ce n'est pas sa puissance intrinsèque qui fait son efficacité. C'est son adéquation aux besoins du malade. C'est un peu comme l'homéopathie. Hein. Donc, en plus, on sait que c'est safe. C'est-à-dire que si vous faites un point dans le corps à pas besoin, ben, ils s'en foutent. Et heureusement, parce que comme je dis des fois aux étudiants, sinon tous les moustiques seraient acupuncteurs. Donc, heureusement, le corps, il a cette intelligence. C'est comme vous allez dire plein de choses, les gens, bof, oui, c'est bien. Puis si vous dites quelque chose d'utile à la personne, ah, là, elle écoute vraiment. Donc c'est l'adéquation qui fait l'efficacité. Hein. Donc c'est la responsabilité du praticien de comprendre avant d'agir, et c'est là où il y a effectivement le côté diagnostique qui est important. Donc, j'en finis avec les points, c'est-à-dire qu'on peut toujours affiner les points de cette méthode avec des points qu'on connaît, avec lesquels on est familier, où on pense que ça sera plus utile parce qu'on a de la bouteille. Mais, j'allais dire, avant de jouer à Top Chef, il faut déjà être sûr qu'on sait faire une omelette. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on est capable de faire de la bonne cuisine avec des choses simples avant de vouloir faire compliqué? Parce que des fois, c'est plutôt une façon ça cache du doute parfois. Hein. Ça peut cacher du doute. Donc, ce que je disais, c'est que cette méthode, elle n'est pas la seule, mais elle nécessite un diagnostic. On saute un peu trop souvent, on passe un peu trop souvent là-dessus. Moi, quand j'ai commencé à étudier, les deux choses qu'il a dit, c'est vous voulez apprendre à soigner les gens. D'abord, prenez soin de vous. Donc, quand je vois tous les étudiants en médecine que je soigne qui se font déjà des burn-out pendant les études, je me dis ça commence mal. Et l'autre chose qu'il disait, c'est voilà, le traitement, c'est plus tard. Quand un patient arrive, votre obsession doit être qu'est-ce qu'il a, c'est qui et de quoi il souffre et pourquoi. C'est pas qu'est-ce que je vais faire. Vous voyez, s'il y a une nouvelle maladie, tout de suite, vous allez voir les médias qui vont dire on cherche un traitement. Enfin, ils cherchent tout de suite un traitement. Ils ne disent pas mais d'où elle sort, pourquoi. Regardez, enfin, je ne vais pas reparler du Covid, ça va me faire monter la tension artérielle. Mais on est là-dedans. Dès qu'il y a un nouveau truc, on cherche le traitement, surtout quand il est déjà prêt. Mais en fait, non, la bonne question, c'est de dire d'où ça sort. Hein. Et donc, si un diagnostic minimal pour ce qui concerne l'acupuncture, quand je dis minimal, c'est les PACANG. Hein. Est-ce que je suis capable de déterminer que c'est plénitude ou vide, que c'est chaud ou froid, etc. Et à la limite, c'est plus important peut-être que savoir c'est quel organe. Parce que dire seulement c'est le foie ou c'est les reins, si on ne sait pas ce qu'il faut faire dessus, c'est un peu vague. Par contre, si on sait que je ne suis pas sûr de cibler exactement tel ou tel organe, mais je sais qu'il faut tonifier ou qu'il faut chauffer ou qu'il faut disperser ou qu'il faut... Ben, au moins, je sais que le corps va prendre ce que je fais de façon correcte. Donc, raisonner uniquement en termes d'organes, ce serait insuffisant. Par contre, raisonner en termes de cartographie de la maladie, savoir si c'est vide ou plein, ben je sais s'il faut que je tonifie ou je disperse. Si c'est froid ou chaud, je sais si je dois, je sais pas, j'allais dire saigner ou chauffer, ou etc. Ça, c'est important. Donc, comment dire, ça veut dire que ce genre de méthode, ce n'est pas un simple protocole qu'on adopte de façon mécanique. C'est rassurant, les protocoles, mais en fait, ça ne colle pas aux gens. On sait bien, on est dans cette médecine-là chez nous. On adapte les gens à des traitements, pas les traitements aux gens. Nous, on a cette chance de pouvoir, en acupuncture, et en médecine chinoise en général, d'adapter le traitement au patient et pas le patient à notre traitement. Donc, l'autre intérêt, c'est que si on a un diagnostic, sur la base de ce diagnostic, qui représente le tronc, on a des branches thérapeutiques et donc les autres branches peuvent se marier avec ce qu'on va faire en acupuncture. C'est combinable, je reviendrai là-dessus. Hein. Mais c'est important de noter au passage que c'est quand même mieux quand les branches font partie du même arbre. Par exemple, c'est tout bête, encore M. Chen a montré du moxa sur gingembre ou sur l'ail. Hein. Bon, eh ben, c'est une combinaison d'acupuncture et de pharmacopée, ou de diététique, on pourrait dire, pour ce qui concerne le gingembre ou l'ail. De la même façon qu'il n'y a pas de frontière nette parfois entre le massage et l'acupuncture, etc. Donc où il n'y a pas de frontière nette entre quand un patient est sur une table avec des aiguilles, qu'on commence à lui raconter une histoire, on fait de l'hypnothérapie sans transapparente, dirait-on aujourd'hui. On fait une méthode qui s'appelle Xin Taoyin en chinois. Rééduquer le cœur égaré, c'est une forme de psychothérapie ancienne. Et voilà, mais on ne l'annonce pas. On ne dit pas je vais t'hypnotiser, on dit simplement on raconte une histoire, puis le subconscient il prend.
Donc on peut marier des trucs tranquilles, mine de rien, mais ça appartient tout à la même médecine en fait, à la même vision. Hein. Donc, pour revenir à la méthode Léong, pour ce qui concerne l'acupuncture, j'ai noté quelques aspects pratiques à l'occasion du travail qu'on a fait ensemble. Déjà, j'appréciais le fait qu'il y ait une réalité tactile des points pour lui. Qu'est-ce que j'appelle réalité tactile des points? C'est que, par exemple, je me rappelle d'un patient, c'était, je ne sais plus quoi, c'était tuberculose ou cancer du poumon, un truc comme ça. Et donc, forcément, parmi les points, il y avait genre 13 vessie, enfin le fécule, le 43 vessie, vous savez, des points comme ça. Et puis il dit, bon, par exemple, il dit, on va faire le 13 vessie, donc, puis je le vois piquer. Puis, bon, je ne veux pas, c'est Léong, je ne veux pas critiquer, mais il était un peu bas, son 13 vessie. Je dis, mais c'est le 13 vessie, ça? Il me dit, ah non. Bon. Et il dit, mais c'est celui-là qu'il fallait piquer, parce qu'à la palpation, c'est celui-là qui plongeait, évidemment. Et donc, en fait, il avait décidé dans l'esprit de faire le 13 vessie, dans la méthode, mais en fait, il a fait le 14 ou le 15, je ne sais plus, parce que bah, c'est les points mous, les points choux, ils ont cette vertu aussi de faire signe quand il y a besoin d'eux. Et donc, bah, il ne reste pas dans la théorie juste mentale, il vérifie qu'il y a un besoin réel, et de la même façon qu'on peut avoir envie de faire je sais pas moi, un pichu, un 20 vessie, puis qu'on va se retrouver à faire le 18 ou le 21. Ça, c'est secondaire, en fait. Mais au départ, on sait qu'on va sur la zone qui nous intéresse, puis après, on voit si le corps il est d'accord, par exemple. C'est une chose. Marier aussi la théorie et la pratique, c'est important aussi. Il y avait toujours aussi, donc on insiste toujours, mais jamais assez, sur le respect des paramètres de poncture, parce que ça, je l'ai vu malheureusement très souvent, parce qu'en humanitaire, ce qui est bien, c'est qu'on fait venir des gens qui... Enfin, on fait venir, c'est des gens qui veulent venir, on les accepte avec grand plaisir, mais on s'aperçoit de la diversité des pratiques, du coup. Il y a des gens qui piquent très superficiellement, qui mettent plein d'aiguilles, qui disent qu'il faut en mettre qu'une, etc. Et on a affaire à plein... Et là, on leur dit, désolé, on est une équipe, ça fait des années qu'on vient, donc on va utiliser cette méthode en commun, parce que les patients même qui reviennent l'année d'après, ils s'attendent à être traités d'une certaine façon. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, tout le monde ne pique pas à la même profondeur, dans le même axe, etc. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'ils ne pêchent pas le même poisson. Je me rappelle d'une personne qui est par ailleurs formatrice, mais bon, qui dit, je ne sais plus, on décide de faire un 6 rat, elle pique le point, puis je dis, mais c'est le 5 fois, ça dit, bah non, c'est 6 rat, et donc on vérifie les dimensions, effectivement, elle était à 5 tonnes de la malléole, et c'était le 5 fois, c'était pas le 6 rat. Mais elle dit, bah, ça fait 20 ans que je pique le 6 rat ici. Bah, je lui dis, ça fait 20 ans que tu fais le 5 fois, puis ça marche peut-être bien quand même. Hein. C'est pas une raison. On doit toujours, vous savez, remettre sur le tapis son ouvrage. Et c'est ça qui est sympa quand on bosse aussi à plusieurs dans des domaines comme ça, c'est qu'on peut comparer. Et puis des fois, on se dit, oups, ah ouais, bah tiens, celui-là, j'aurais peut-être pu le faire autrement. On apprend des choses. Quand on ne s'enferme pas dans nos habitudes, moi je fais ci, moi je fais ça, ok, bah, je suis content pour toi, mais c'est pas grave. Mais arriver à une harmonie pour jouer ensemble, c'est intéressant aussi que de jouer chacun dans son coin. On a la même chose au niveau des poux. Par exemple, la prise des poux, si on prend là tous ensemble le pouls, il est possible qu'on ne trouve pas tout à fait la même chose. Mais en même temps, ce n'est pas tout à fait normal. Vous voyez, des aveugles, quand ils lisent un livre en braille, je suis désolé, mais ils lisent le même. Hein. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne lit pas pareil? C'est qu'il faut travailler un peu plus peut-être les gammes de base. Parce que des fois, on n'est pas d'accord sur des niveaux super détaillés, mais des fois, mais il est fort ou faible ce pouls? Il est large ou fin? Ils ne sont déjà pas d'accord. Est-ce qu'on est capable de se mettre d'accord? Comme tu disais ce matin, on est tous des blancs, enfin plus ou moins, je n'ai pas fait gaffe. Et puis après, il y a des variantes. Mais il faut déjà être capable de se mettre d'accord sur des choses générales. Et des fois, on s'aperçoit que nous, on est tellement habitués en tant qu'occidentaux à aller dans les détails qu'on oublie le général. Mais ça, je dirais, c'est juste culturel, c'est pas une critique. Hein. Il y a eu une expérience comme ça aux États-Unis. Je crois que c'est Palo Alto qui a fait ça. Ils ont mis 2 groupes d'étudiants. Il y avait des Asiatiques et il y avait des Américains bon teint, quoi, devant un grand aquarium. Et ils leur ont demandé, seule consigne, décrivez ce que vous voyez. Faites une description de ce que vous avez devant les yeux. Et donc, tous les Asiatiques, à peu près, ont fait une description, je dirais, un peu comme les stampes de tout à l'heure, paysagée, de ce qu'ils voyaient. Ils disaient, voilà, il y a
des algues qui flottent, il y a une tortue qui passe, il y a un requin, il y a des bancs de poissons, il y a des rochers, machin, il y a une méduse. Bon. Donc, ils décrivent un truc, la couleur, etc. Et tous les Américains n'ont parlé que du requin. Ils ont zoomé sur voilà, le gros truc, quoi. Vous voyez, nous, on est comme ça, le principe actif. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours sur le côté très ponctuel de la chose. Alors, à l'acupuncture, il y a ponctuel, mais non, il faut garder cette vision globale en même temps qu'on fait des choses ponctuelles, parce que c'est à la fois précis et global. Et on a du mal avec ça parfois. Et moi, j'ai remarqué que ce soit les points ou les poux, on accepte un peu trop facilement le fait de faire chacun son truc, alors que quand même, dans les bouquins, on voit bien que le point il est à tel endroit, etc., et que c'est bien de régler nos violons pour jouer ensemble. L'autre intérêt de mettre l'accent sur le diagnostic, c'est qu'après, ça facilite justement le choix des points, quelles que soient les méthodes qu'on a apprises, parce qu'on sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on veut obtenir. Donc on peut choisir des voies différentes pour y arriver, mais on sait où on veut aller. Et c'est ça qui est important. Si le diagnostic est clair, le traitement coule de source, même si la source ne passe pas au même endroit selon les gens, parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes. Hein. Alors que si le diagnostic est flou, ça pose plus de problèmes, parce que là, ça ouvre la porte à quoi? À une pratique purement symptomatique, à forcément des théories multiples, mais parfois invérifiables, parfois exclusives les unes des autres, et puis après ça fait des histoires de chapelle, c'est dommage. De l'errance thérapeutique pour le patient, parce que tant qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui, peut-être par chance, mais va avoir le bon traitement pour lui, il va continuer d'errer un petit peu. Ou encore ce qu'on appelle des fois gentiment de la cafouillothérapie, c'est-à-dire ils vont multiplier plein de méthodes différentes, mais qui ne procèdent pas du même arbre. Et du coup, si vous voulez, c'est comme ces personnes qui ont une panoplie avec plein d'armes, des collectionneurs d'armes, mais qui ne savent pas vraiment bien tirer avec aucune, et puis vous avez un type avec juste un petit arc qu'il fabrique lui-même, il descend un colibri en plein vol, et on dit, ouais, d'accord, oui, mais lui, c'est tiré. Donc en fait, c'est pas tout le système, c'est pas toutes les théories qui sont importantes, c'est la compréhension simple du vivant, et de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et des fois, on s'aperçoit que c'est du MacGyver avec pas grand-chose. Pour reprendre l'exemple des yeux, je me rappelle, c'est pas moi qui m'en rappelle, je me rappelle avoir lu vous l'avez peut-être vu aussi, c'est un bouquin anglais sur des cas de patients. Et il y avait un jeune homme qui avait un strabisme de naissance, mais avec en plus une douleur chronique à l'œil, donc un strabisme convergent de je ne sais plus quel œil, et il n'y avait aucune raison qu'il ait ça, disons, sur le plan santé, les parents, tout ça, la famille. On ne voit pas pourquoi il avait ce truc-là. En tout cas, ce n'était pas un problème héréditaire, il n'avait pas de déficience du Tsing, etc. Donc, ce n'était pas le Tsing des reins qui ne nourrit pas le sang du foie, qui fait que ça fait du vent. Ce n'était pas ces choses-là. Et en cherchant, ils se sont rendus compte que c'est parce qu'étant gamin, il était dans un berceau en bois, et qu'il était toujours couché du même côté, et puis que pour voir les gens, pour voir le ciel, il était toujours obligé de planter son œil de la même façon. Et qu'en fait, comme c'était du bois tendre, étant petit, l'œil s'était scotché dans le coin, et puis en grandissant, il était un peu comme un tuteur qui vous fait partir de travers au lieu de vous laisser partir droit, quoi. Ok, ça c'était le diagnostic, mais après, il avait 18 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il a 18 ans? Comme c'était une question de tendons bloqués, on n'est pas parti sur les organes ou des trucs comme ça, ils sont partis sur il faut assouplir localement. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris, donc piqué l'œil, enfin chauffé l'œil, parce que la moxibution est intéressante dans ces cas-là. Donc, ils ont pris une coque de noix qui était exactement de la taille de l'orbite. Ils ont mis une sorte de punaise pour mettre un moxa dessus. Ils ont trempé la coque de noix dans le churrois, dans de la fleur de chrysanthème blanc. Donc, ce qui fait que ça faisait de la moxibution sur tous les points autour de l'œil, par contact avec le bord, du coup ils n'ont pas mis d'aiguille, mais par contact avec le bord. Ça faisait donc l'effet de Chorroy, et en 2 mois, je crois, il a eu la vue qui est revenue normalement. Alors qu'il voulait l'énucléer, il voulait retirer l'œil. Hein, voilà. Donc, ça c'est du MacGyver, c'est-à-dire que quand tu as le mec qui arrive, il a 18 ans, il a l'œil comme ça dans le coin, on dit file-moi une coque de noix, un petit peu de moxa, une punaise, puis je vais voir ce que je peux faire. Tu vas dire, attends, si. Pourquoi? Parce qu'il y avait un diagnostic avant. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui est intéressant, essayez de comprendre. Et puis,
au bout de 5-6 ans d'études avec le docteur Leong, il a dit, ouais, voilà, lui il était connu parce que c'était une famille d'acupuncteurs célèbres, mais il dit, vous savez, l'acupuncture c'est une branche, et il y a d'autres branches. Et donc, on a continué d'étudier, moi je l'ai suivi pendant 35 ans, d'étudier ensemble le Qigong, l'acupuncture c'est fait, la pharmacopée, et une des spécialités de sa lignée, c'était la psychothérapie, la psychologie, avec le processus de la mort, enfin tout un ensemble de trucs, mais la mort c'est pas le contraire de la vie, c'est juste le contraire de la naissance, il faut aider les gens à rentrer. Donc, un truc plus large, quoi, mais très simple finalement, parce que tout fonctionne de la même façon. Ce qui fait que dans le même esprit, on doit pouvoir être capable de prescrire des points, de mettre des aiguilles, choisir des plantes, dire certains mots, faire certains exercices, faire manger ceci, éviter cela, mais que c'est logique en fait. C'est pas je dois maîtriser, être expert dans tous les domaines, c'est juste voilà. Et si moi, par exemple, j'ai pas le temps ou la compétence suffisante pour masser ce type-là qui fait 3 fois mon poids, je dis bah, va voir un tel, lui, mais tu as besoin de ça. Je me rappelle par exemple d'un patient vétérinaire qui est venu pour une dorsalgie vraiment pénible, et je le fais déshabiller, et les spinaux à gauche, mais comme ça, vraiment du bois, quoi. Et à droite, plat, normal. C'est Rambo à gauche, Woody Allen à droite. Vous voyez, c'était vraiment... Et pareil, toujours l'obsession de comprendre. Je dis, vous avez un problème de naissance, physiquement, machin? Il dit, bon, non. Je dis, mais vous portez un sac lourd, toujours du même côté? Il dit, non. Je dis, vous faites, je sais pas, un sport asymétrique, je sais pas, moi, du canoë ou du tennis, ou vous êtes gaucher? Non, je suis droitier. Rien, quoi. Et je dis, mais vous faites quoi de vos journées? Vous faites quoi de votre vie? Il dit, bah, moi, je suis vétérinaire, et je travaille dans les grandes fermes, et je fais l'insémination artificielle. C'est le gros de mon boulot. Et je dis, comment ça se passe? Ben, il dit, on prend la queue de la vache, on met la canule, machin, on prend la queue de la vache, on met la canule. Ben ouais, queue de vache, c'est un bull worker, c'est-à-dire qu'en fait, le mec faisait de la muscu du bras gauche exclusivement, du matin au soir, depuis des années. Voilà. Donc ben là, je veux dire, on peut mettre des aiguilles pour soulager, on peut masser un peu, mais en fait, c'est vas-y, bras droit maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, si on comprend, on s'aperçoit que le principe de traitement va être de type Qigong. Vous voyez ce que je veux dire? Le reste, je ne vais pas y faire prendre de la soupe. Donc, c'est toujours essayer... Alors, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Il y a des fois, on ne sait toujours pas pourquoi il y a quelque chose. Mais on peut y arriver indirectement. Je vois, depuis le Covid, bon, bah, il y a des pathologies là qu'on voit, il n'y a plus une journée en cabinet sans truc bizarre, mais on le transcrit quand même en termes de YSUE, de diagnostic à la chinoise, qui nous permet quand même de faire un choix thérapeutique, même si la cause étiologique reste douteuse. Et c'est comme ça que j'ai pu faire des zooms aussi avec, je ne sais plus quel, je crois que c'est Pékin, qui était intéressé de savoir comment on avait combiné des formules classiques, adaptées pour les symptômes du Covid en France au début des trucs. Et voilà. Donc ça ne veut pas dire que c'est poussiéreux ce qu'on fait non plus, on peut l'adapter vraiment. Ceci dit, plus les pathologies seront dénaturées, plus les patients seront dénaturés, plus on aura affaire à des gens qui ressemblent à des poulets en batterie et moins les médecines traditionnelles. Et ça, je rejoins complètement quand tu as dit qu'il fallait, le meilleur traitement, c'est déjà de sortir dehors et prendre le soleil, etc. Parce que ça, c'est évidemment ça qui fait qu'on est fragile ou pas au départ. Donc voilà, cette combinaison des différentes branches dans une même logique pour traiter l'humain de manière complète. Le corps, c'est un véhicule, en fait. Et donc, bah, quelque part, un soignant, c'est un garagiste. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il faut, un bon garagiste, il pose un diagnostic, et puis il n'a pas juste une clé à molette, quoi. Il a plusieurs outils, un minimum, s'il veut pouvoir faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Si on veut régler le moteur c'est Qi, force motrice, on a justement des choses comme l'acupuncture, la moxibustion, le Qigong, etc. Et le Qi, on sait très bien que tout est Qi, donc on peut agir aussi sur l'organique, le psychique, donc c'est essentiel. Mais si on a vraiment un problème de moteur à nettoyer, si on pense au tan, à l'humidité, à des choses comme ça, si on pense à des parasites, si on pense à des stases anciennes, si on doit refaire les niveaux, s'il faut renforcer le sang, le qing, là, c'est quand même plus facile de nourrir un arbre, de l'arroser, que de tirer dessus pour le faire pousser. Donc là, la pharmacopée a du sens, ou la diététique a du sens. Et puis des fois, le moteur, ça va.
Le véhicule, c'est pas trop mal, mais c'est le conducteur qui va pas. Arrête de conduire comme ça, arrête de te conduire comme ça. En tout cas, je t'explique que c'est à cause de cette conduite-là que tu as ce problème-là. Donc après, tu fais ce que tu veux. Lao Tzu disait, produire sans s'approprier, guider sans contraindre, agir sans rien attendre. C'est la vertu primordiale. Si vous êtes capable de faire les trois, vous pouvez facilement prendre les gens en charge et ça ne vous affectera pas vous. Et ça ne pourra que les aider eux. Mais ce que je veux dire, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, les conseils. Donc, il y a une forme de psychothérapie, ok, qui peut comprendre des trucs rigolos comme écrire un poème au patient, lui faire une forme d'auto-hypnose, etc. Mais il y a aussi tout simplement le Yangsheng, les conseils d'hygiène de vie. Les gens ne savent pas ce qu'il faut faire, et ça, je dirais, c'est rare de voir un patient sans avoir des choses à lui dire sur sa façon de vivre. Quand je dis des choses à lui dire, ce n'est pas le sermonner, bien entendu, mais de s'intéresser à comment il vit et de faire le lien entre sa façon de vivre et la pathologie. Pas simplement piquer en silence comme d'autres droguent en silence, sans s'intéresser à qui on a en face. À l'hôpital de Reims, l'hôpital américain, il y a un grand panneau en marbre à l'entrée, citation de Pasteur. De mémoire, je ne te demande pas ton pays ni ta religion, tu souffres, cela me suffit. Tu es mon patient, je suis ton médecin, tu m'appartiens, je te guérirai. Moi, ça me... Non, moi c'est... Attends, je te connais pas, ça m'intéresse de savoir d'où tu viens, comment tu fonctionnes, et puis je vais essayer de t'aider, mais bon, c'est toi le patron. C'est tout le contraire, quoi. Hein? Donc c'est pour ça qu'il y a des médecines complémentaires, ceci dit. Parce que des fois, des gens ont besoin de des systèmes un peu puissants, voire paternalistes, ok, mais il vaut mieux apprendre à régler justement un moteur que de changer les pièces. Donc si on peut mettre les thérapies les plus lourdes en dernier, ça ne sera pas plus mal. Donc si on fait ça, si on fait les niveaux, si on règle le moteur et si on parle au conducteur, on traite le Tsing, le Qi et le Shen. C'est-à-dire on traite l'humain dans son intégralité, dans ses trois trésors. Et on n'oublie pas que le conducteur est plus important que le véhicule, au final. Ça compte aussi. Donc, que ce soit l'acupuncture ou la médecine chinoise, moi, ce qui m'intéressait avec le docteur Leong, c'est qu'on a toujours eu l'impression que ce n'était pas compliqué. Mais en même temps, ça ne veut pas dire simple. C'est-à-dire qu'il faut le temps, effectivement, vous savez ce que c'est, il faut le temps d'apprendre des choses. Mais en fait, on a cette chance qu'au fond, on est toujours sur un système binaire qui se démultiplie, et qu'il y a une simplicité et une analogie naturelle de départ qui fait que c'est très confortable. Et qu'on peut additionner des branches, à condition qu'elles appartiennent au même arbre, avec la même vision pour le bénéfice du patient. En tout cas, c'est une bonne raison, de mon point de vue, pour pratiquer, si on fait par exemple que l'acupuncture, en bonne intelligence avec ceux qui font des branches complémentaires, en discutant sur ce tronc commun, de mettre l'accent sur essayer de comprendre les gens avant de les traiter, quoi.